Il y a des nuits qui se sentent comme des tranchées. Peu importe à quel point tu as été blindé pendant la journée, quand le silence tombe, tout ce que tu as évité revient tirer. Le passé se faufile par la fente de tes pensées. Les doutes s'installent sur ton oreiller et les émotions que tu as avalées sans les digérer se lèvent comme des fantômes. Là tu es, seul, sans armure, sans témoin, face au champ de bataille le plus réel, ton esprit. Parce que même si le monde dort, tu sais qu'à l'intérieur il y a encore la guerre. Et c'est là que se définit la paix intérieure. Pas dans les applaudissements, pas dans les likes, pas dans les moments de succès. La vraie paix se mesure quand personne ne te voit, quand tu ne joues pas pour les autres, quand il n'y a pas de masque à tenir, ni d'histoires à raconter. Elle se mesure quand tu fermes les yeux et, au lieu de repos, tu te retrouves avec tout ce que tu as reporté. Pourquoi ce qui est déjà passé te fait-il mal? Pourquoi ne réussis-tu pas à lâcher ce qui ne dépend pas de toi? Pourquoi as-tu l'impression de porter une vie que tu n'as parfois même pas choisie? C'est là que le stoïcisme cesse d'être une idée et devient une arme, parce que cette philosophie n'est pas pour décorer les étagères avec des phrases inspirantes. Elle est à utiliser quand tout brûle, pour résister quand la douleur menace de te submerger, pour que tu puisses respirer profondément et dire « cela ne va pas me briser ». Parce que oui, tu peux te sentir brisé, mais même brisé, tu peux rester debout. Beaucoup croient que la paix intérieure est un état de calme permanent, un endroit où l'on arrive et où l'on ne souffre plus. Mensonge. La vraie paix n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de contrôle. Ce n'est pas ne pas ressentir, c'est savoir quoi faire avec ce que tu ressens. C'est regarder en face ta tempête intérieure et décider de ne pas agir en victime, mais en maître de toi-même. Et cela ne s'apprend pas en lisant des phrases de calendrier. On l'apprend en tombant, en perdant le contrôle, en touchant le fond et en choisissant de se relever plus fort qu'avant. C'est pourquoi cette vidéo ne va pas te donner de solution magique. Elle ne va pas te dire que tout se règle avec une pensée positive, ni que tu dois réprimer ce que tu ressens. Nous allons aller plus loin. Nous allons parler de 15 leçons qui naissent du stoïcisme, mais qui s'appliquent au quotidien. Je ne vais pas te parler de la perfection, mais de la pratique, de cet endroit où il est difficile de dormir parce que la tête ne s'arrête pas, de cet endroit où l'âme pèse. De là, et seulement de là, on peut construire une vraie paix. Chaque point que nous allons voir est fait pour la nuit, quand les bruits s'éteignent et que le seul son qui reste est ta voix intérieure. Je ne vais pas te demander de faire taire cette voix, mais d'apprendre à la reprogrammer. Que tu cesses d'être ton pire ennemi et que tu commences à être ton plus grand allié. Parce que, même si personne ne le voit, tu sais ce que tu portes en toi. Et si tu ne le ranges pas, cela va te dévorer. La paix intérieure n'est pas pour les faibles, elle est pour ceux qui osent aller à l'intérieur, pour ceux qui en ont assez de prétendre que tout va bien et qui ont décidé de construire une forteresse au milieu du chaos. Si tu es prêt pour cela, commençons. 1. Ferme la porte du passé, ne vis pas là où tu n'es plus. Il y a des gens qui vivent comme s'ils habitaient une maison brûlée. Ils vont de pièce en pièce en touchant les murs calcinés, en sentant les cendres, en revoyant les photos que le feu a déjà dévorées. Et bien que le toit se soit effondré et que les portes soient sur le point de s'effondrer, ils restent là, comme s'ils ne pouvaient pas lâcher ce qui a été un jour leur refuge. Mais ce n'est plus le cas. Il ne reste maintenant que des ruines, et ces ruines ne peuvent pas te protéger, elles ne peuvent que te piéger. C'est ainsi que beaucoup de gens traversent la vie, avec leur regard fixé sur le rétroviseur, trébuchant sur le présent, parce qu'ils ne lâchent pas le passé. Fermer la porte du passé ne signifie pas oublier, effacer ou prétendre que cela n'a pas fait mal. Cela signifie accepter que tu n'es plus là, que tu ne peux pas vivre mentalement dans des endroits qui n'existent plus. Et pourtant, nous le faisons. Nous nous répétons des conversations qui sont déjà terminées. Nous tournons en rond sur des erreurs que nous ne pouvons pas changer. Nous nous torturons avec ce qui aurait pu être, avec ce que nous n'avons pas dit, avec ce qui n'a pas marché comme nous l'espérions. Mais cette obsession n'est pas une réflexion, c'est une auto-tromperie. C'est le mécanisme que nous utilisons pour ne pas avancer.
Et bien que cela semble être une façon de mieux comprendre ce qui s'est passé, nous le revivons souvent juste pour nous punir, pour continuer à nous blâmer, pour garder vivante une partie de nous que nous aurions déjà dû lâcher. Le stoïcisme est clair. Tu n'as pas de pouvoir sur le passé, seulement sur ton interprétation du passé. Tu ne peux pas revenir en arrière et changer ce que tu as fait ou ce qu'on a fait avec toi. Mais tu peux décider si tu vas le traîner comme une chaîne ou le transformer en élan. Parce que le passé, quand on le regarde avec sagesse, devient une maîtrise. Mais quand on l'embrasse depuis la douleur, il devient une prison. Et tu n'es pas ici pour vivre emprisonné par ce que tu ne peux plus toucher. Beaucoup craignent l'oubli, comme si lâcher prise était une trahison de leur histoire. Mais c'est l'inverse. Lâcher prise, c'est honorer l'apprentissage, c'est reconnaître que cela a déjà rempli son but. Tout ce qui a été important n'a pas besoin de rester. Il y a des cycles qui se terminent avec dignité et des silences qui valent plus que 1000 explications. Mais cela demande du courage, parce que lâcher prise n'est pas facile, surtout quand le passé nous donnait une identité. Qui es-tu sans ce souvenir qui te définissait tant? Qui es-tu sans cette blessure que tu utilisais comme un bouclier? Qui es-tu sans cette histoire que tu racontais encore et encore pour justifier ta douleur? Le problème n'est pas le passé, c'est la façon dont tu te relates à lui. Si chaque nuit tu te couches en repassant ce que tu as perdu, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui te manquait, tu ne te reposes pas, tu rouvres des blessures. Et ainsi, il n'y a pas de paix qui se construise. L'esprit a besoin de savoir que la journée est terminée, que hier n'a plus de pouvoir, que aujourd'hui tu peux recommencer. Mais si tu refuses de fermer cette porte, alors chaque jour sera une répétition émotionnelle de ce qui a déjà été. Et cela, plus que de la souffrance, c'est une forme lente de destruction interne. Le stoïcisme ne te demande pas de réprimer, il te demande de diriger. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui s'est passé, mais de prendre le contrôle de la façon dont tu l'utilises. Demande-toi, est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela me vide? Est-ce que je grandis à partir de ce souvenir ou est-ce que je revis simplement une douleur qui n'a plus de sens? Parce que si tu ne te transformes pas, tu stagnes. Et la stagnation est le terreau fertile de l'anxiété, de la tristesse et de la culpabilité. La première étape vers la paix intérieure est de déclarer fermement « je ne suis plus là ». Parfois, cela nécessite une conversation en suspens, un pardon que tu n'as pas reçu mais que tu décides de te donner, une lettre que tu n'enverras jamais, une promesse que tu te fais devant le miroir. Et d'autres fois, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit d'autre que de décider. Parce qu'il y a des blessures qui ne guérissent pas avec des actions, mais avec de la détermination, avec l'acte de choisir consciemment de ne plus nourrir ce qui te fait du mal. Parce que tu choisis si ton histoire est une ancre ou un tremplin. Fermer la porte du passé n'est pas un événement, c'est une habitude. C'est dire chaque nuit à ton esprit que tu n'as pas besoin de retourner là-bas pour comprendre qui tu es. C'est te rappeler que ta valeur n'est pas dans ce que tu as souffert, mais dans ce que tu fais aujourd'hui avec cette souffrance. C'est écrire une nouvelle page sans être constamment en train de corriger la précédente. Et c'est aussi avoir le courage de regarder vers l'avant sans peur, même si tu n'as pas une idée claire de ce qui vient, mais en sachant que, là où tu es maintenant, il y a déjà du pouvoir, il y a déjà un choix, il y a déjà de la liberté. Beaucoup vivent en attendant que quelqu'un du passé revienne pour fermer ce qui est resté ouvert, mais parfois la clôture ne vient pas de l'extérieur. Parfois la clôture est interne, et tu dois décider de mettre un point final au chapitre, non pas parce que tu ne t'en soucies pas, mais parce que tu mérites d'avancer. Parce que tu gaspilles le présent en attendant des explications qui ne viendront peut-être jamais, parce que tu perds de l'énergie à soutenir des souvenirs qui ne font que t'épuiser, et parce que, si tu veux la paix, tu ne peux pas continuer à porter des guerres anciennes. Ce soir, quand le silence arrivera, ne répète pas le rituel de revoir tout ce qui t'a brisé. Ne donne pas plus d'espace à ce qui n'est plus là. Fais-toi une faveur et dis à voix basse « Merci pour ce que tu as été, mais je ne vis plus là ». Ferme cette porte, pas avec colère, pas avec rancœur.
Ferme-la avec respect, avec fermeté, avec dignité. Parce que la paix intérieure commence quand tu décides de déménager émotionnellement dans le présent, quand tu choisis de construire sur un nouveau terrain et non sur des décombres. Et parce que, même si personne d'autre ne le comprend, tu sais que tu ne peux plus continuer à vivre dans une maison en ruine. Aujourd'hui, enfin, tu peux sortir de là. 2. Rends les armes face à ce qui ne dépend pas de toi. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme des soldats épuisés dans une guerre qu'ils ont déjà perdue. Avec les poings fermés, les dents serrées et l'esprit rempli de plans pour contrôler l'incontrôlable. Ils luttent contre le temps, contre les décisions des autres, contre le passé, contre l'avenir, contre chaque chose qui ne se plie pas à leur volonté. Et le pire de tout, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que cette guerre n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de plus grande usure que de vouloir dominer ce qui n'a jamais été entre tes mains. C'est comme crier à la mer pour qu'elle arrête de te mouiller, comme blâmer le vent pour avoir changé de direction, comme te fâcher avec la pluie parce qu'elle tombe le jour de ton anniversaire. Cela semble absurde, mais nous le faisons tous les jours, portant la frustration de vouloir que le monde s'adapte à nos désirs comme si nous étions des dieux oubliés. Le stoïcisme n'est pas une invitation à la résignation, c'est un acte de pouvoir. Il te dit fermement, ceci, tu peux le contrôler, cela, tu ne peux pas. Arrête de gaspiller ton âme sur ce qui n'est pas à toi. C'est une ligne claire qui sépare la souffrance nécessaire de la souffrance inutile. Parce que oui, il y a des douleurs inévitables, comme la perte, la déception ou la trahison. Mais il y en a d'autres qui sont optionnelles, comme insister pour changer quelqu'un qui ne veut pas changer, ou espérer que quelqu'un agisse comme tu le ferais, ou penser que tout se passera selon tes plans. Ce sont des douleurs que tu choisis, même si cela ne semble pas être le cas. Et c'est pourquoi le premier pas vers la paix est d'arrêter de te battre dans des batailles qui n'ont pas de sens. Beaucoup confondent se rendre avec se rendre à la vie. Mais ici, nous ne parlons pas d'abandon, mais de lâcher l'arrogance, de vouloir contrôler ce qui ne t'appartient pas. Et oui, c'est de l'arrogance, même si elle se déguise en inquiétude, en amour ou en responsabilité. Parce qu'au fond, lorsque tu es obsédé par l'extérieur, tu dis que tu sais mieux que la vie comment les choses devraient se passer. Et cela n'est pas seulement un fardeau, c'est aussi une fantaisie dangereuse. Parce que chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle, tu le prends comme un échec personnel, et alors tu te blâmes, tu te fâches, tu t'épuises. Rendre les armes n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est savoir où placer ton énergie. C'est comprendre qu'il y a des choses que tu peux transformer de l'intérieur, mais d'autres que tu dois accepter pour ne pas te briser. C'est comme le navigateur qui comprend qu'il ne peut pas contrôler le vent, mais qu'il peut ajuster les voiles. Parce que si tu t'accroches à l'incontrôlable, tu finiras frustré, vide, rancunier. Et ce n'est pas parce que le monde est injuste, mais parce que tu as décidé de te battre sur un terrain où tu n'as jamais eu de pouvoir. Il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils veulent tout contrôler, qui ne dorment pas s'ils ne reçoivent pas de réponse, qui ne vivent pas si quelque chose ne s'est pas passé comme ils l'espéraient, qui sont obsédés par chaque détail comme si leur valeur en dépendait. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en agissant ainsi, ils renoncent à leur propre paix. Et tout cela pour une illusion, parce que le contrôle absolu n'existe pas, pas même sur soi-même tout le temps. Comment vas-tu contrôler les autres si tu ne peux même pas contrôler toutes tes pensées? Comment vas-tu contrôler l'avenir si tu ne sais même pas ce qui se passera demain? Ce besoin d'avoir tout mesuré, résolu et sous surveillance ne montre que de la peur. Peur de lâcher prise, peur de faire confiance, peur que les choses ne se passent pas comme tu l'as imaginé. Mais il y a une vérité dure qui libère. Souvent, les choses ne se passeront pas comme tu l'as imaginé. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin que tout s'adapte à tes plans pour être bien. Tu as besoin de t'adapter, de répondre avec sagesse, d'apprendre à être en paix, même lorsque le monde est en chaos. Parce que c'est ce qui te donne un véritable pouvoir. Le contrôle n'est pas de forcer tout à se passer comme tu le veux, mais de décider comment tu vas réagir quand cela n'arrivera pas. Et c'est un choix que personne ne peut te prendre. C'est pourquoi
Cette leçon est une invitation à poser les armes, à arrêter de résister à l'inévitable, à arrêter de te battre avec la réalité. Non pas parce que tu te rends, mais parce que tu choisis ta paix avant ton ego, parce que tu comprends que tu n'es pas le centre de l'univers, et cela ne te rend pas moins, cela te rend libre. Libre des attentes impossibles, libre des batailles inutiles, libre du poids d'essayer d'être responsable de tout. Peut-être que tu as été élevé pour penser que si tu ne contrôles pas, quelque chose de mauvais arrivera. Peut-être que tu as appris que l'amour se gagne en résolvant les problèmes des autres. Peut-être que tu penses que t'inquiéter est une façon de prendre soin. Mais aujourd'hui, tu peux désapprendre tout cela. Tu peux lâcher la culpabilité de ne pas pouvoir tout faire. Tu peux accepter qu'il y a des choses qui font mal, mais cela ne signifie pas que tu dois essayer de tout réparer. Tu peux regarder le chaos dans les yeux et dire « Tu ne vas pas m'emporter avec toi. Je reste ici, centré, ferme, en paix. » Le stoïcisme ne te demande pas d'être indifférent. Il te demande d'être sage, de mettre ton énergie là où elle compte vraiment, de savoir faire la différence entre ce que tu peux améliorer et ce que tu dois lâcher. Et cette clarté est ce qui fait la différence entre une vie épuisée et une vie avec une direction. Parce que si chaque jour tu te lèves en essayant de contrôler le monde, tu finiras vaincu. Mais si chaque jour tu choisis de contrôler ta réponse, alors peu importe ce qui se passe là-bas, tu resteras maître de toi. Ce soir, lorsque tu sentiras que tout te dépasse, ne cours pas pour te battre avec la réalité. Ne cherche pas à tout réparer par la force. Respire. Fais le silence. Demande-toi, cela dépend-il de moi? Et si la réponse est non, laisse-le partir. Non pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que ta paix vaut plus. Parce que la vie ne consiste pas à gagner chaque bataille, mais à choisir celle qui mérite vraiment ton effort. Et parce que parfois, rendre les armes est l'acte le plus courageux de tous. Crois, reviens au présent à chaque respiration. Imagine que tu es coincé dans un train qui ne s'arrête jamais. Il va si vite que tu peux à peine voir ce qui se passe par la fenêtre. Il te projette constamment vers ce qui vient, ce que tu dois faire demain, ce que tu pourrais perdre, ce que tu n'as pas accompli. Et quand il ne te traîne pas en avant, il te jette en arrière, te rappelant chaque erreur, chaque mot qui t'a fait mal, chaque décision que tu n'as pas prise. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, voyageant sans cesse entre le passé et l'avenir, mais sans jamais descendre à la station du présent, qui est le seul endroit où la vie se passe réellement. Être présent n'est pas un concept abstrait ni une pratique à la mode. C'est une nécessité urgente si tu veux atteindre la paix intérieure. Tu ne peux pas être calme si ton esprit est ancré dans le remords de ce qui a déjà été ou dans la peur de ce qui pourrait être. Le passé ne peut pas te toucher, mais tu le revivifies. L'avenir n'existe pas encore, mais tu en souffres. Et tout cela se produit parce que tu t'es déconnecté du seul moment où tu as du pouvoir. Maintenant. Le stoïcisme l'a clairement établi depuis ses origines. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et cette opinion se construit en temps réel, ici et maintenant. Si ton attention n'est pas présente, ta perception se déforme, ton jugement s'obscurcit et ton âme s'agite. Parce que là où va ton attention, va ton énergie. Et si toute ton énergie est dispersée entre les souvenirs et les anticipations, il ne reste rien pour soutenir le moment qui compte vraiment. Être présent n'est pas arrêter de penser, c'est diriger tes pensées. C'est se rappeler que chaque respiration est une opportunité de revenir. Revenir à toi, à ton corps, à ton centre. Revenir à regarder ce que tu as devant toi et non ce que ton esprit veut te faire revoir ou prédire. Et cela, bien que cela semble simple, nécessite de la discipline, parce que l'esprit est entraîné à fuir le présent. Il a du mal à rester immobile, il craint le silence. Il est dérangé de ne pas avoir d'histoire à raconter, de problèmes à résoudre ou de futur à contrôler. C'est pourquoi revenir au présent est un acte de rébellion. C'est résister au conditionnement mental qui te pousse à chercher la sécurité dans ce que tu ne peux pas contrôler. C'est une façon de dire «
Je ne vais plus me perdre dans des endroits où je ne peux pas agir, parce que c'est ce que tu accomplis quand tu restes ici. Tu récupères ton pouvoir, tu prends des décisions plus claires, tu ressens sans être emporté par ce que tu ressens. Et le plus important, tu vis, parce qu'en dehors du présent, il n'y a que de l'ombre. L'anxiété naît de la projection dans le futur avec peur. La culpabilité naît du regard sur le passé avec punition. Ces deux émotions sont alimentées par le manque de présence. Si tu apprends à rester ici, à t'ancrer dans le maintenant à chaque respiration, alors ces émotions s'affaiblissent. Non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que tu ne les nourris plus. Tu leur enlèves leur source, et en le faisant, tu récupères ta clarté, ta force, ta paix. Beaucoup cherchent le présent comme s'il s'agissait d'un lieu où ils doivent arriver, mais en réalité, c'est un lieu où ils doivent revenir. Parce que nous y avons tous été, quand tu te concentres complètement sur une tâche, quand tu écoutes sans penser à ce que tu vas répondre, quand tu marches et sans l'air, sans penser à autre chose, tu es là. Mais tu l'abandonnes chaque fois que ton esprit te convainc que d'être ici n'est pas suffisant. Que tu devrais être plus loin, mieux préparé, plus proche d'un objectif. Et c'est un piège. Parce que chaque fois que tu crois que la paix est dans un autre moment, tu laisses passer la seule possibilité réelle de l'atteindre. Maintenant. Revenir au présent est aussi un exercice physique, pas seulement mental. Ton corps vit dans le maintenant, toujours. C'est ton esprit qui s'échappe. C'est pourquoi utiliser le corps comme ancre est une stratégie puissante. Respirer profondément, sentir tes pieds sur le sol, toucher quelque chose avec attention, écouter les sons sans les interpréter. Tout cela sont des portes pour revenir. Tu n'as pas besoin de rituels complexes ni de méditation avancée. Tu as juste besoin de décider que le maintenant vaut plus que tout autre endroit où tu pourrais être mentalement. Et oui, le présent peut être inconfortable, bien sûr. Parfois, il est difficile de regarder ce qui est devant toi sans la distraction de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. Parfois, le présent est cru, douloureux, solitaire, mais il est aussi réel. Et la vraie paix ne se construit pas sur des illusions, mais sur des réalités, même si elles font mal, même si elles ne sont pas parfaites. Parce que de cette base, tu peux agir avec fermeté. Tu peux prendre des décisions sans anxiété. Tu peux accepter ce qui est sans dramatiser ce qui manque. Revenir au présent à chaque respiration, c'est te rappeler que tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin d'être ici, respirer, faire ce qu'il faut, ne pas porter tout le poids, ne pas anticiper chaque scénario, ne pas corriger chaque souvenir, juste être. Et à partir de cet état de présence, tu peux vivre avec plus de légèreté, plus de concentration, plus d'authenticité. Ce soir, quand tout sera silencieux et que l'esprit commencera à te traîner vers ce que tu n'as pas fait, ou vers ce qui pourrait mal tourner, arrête-toi. Inspire lentement. Expire avec intention. Et dis à voix basse, « Je suis ici. » Et c'est suffisant. Parce qu'en cet instant, rien ne te manque. Rien n'est urgent, rien n'a besoin d'être résolu. Il n'y a que toi, avec toi, présent, en paix. Et cela, même si le monde ne le voit pas, est une victoire. 4. Donne une fin digne à la journée, ne traîne pas ce qui est inachevé. Quand la nuit tombe, beaucoup la traitent comme une pause de plus, comme si le rideau se baissait simplement et que le spectacle reprenait demain. Mais ils ne comprennent pas que chaque jour est comme un livre, et que si tu ne le fermes pas avec respect, avec intention, avec courage, tu restes coincé dans une histoire inachevée qui se mêle à la suivante jusqu'à ce que tu perdes la clarté sur ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu as besoin de lâcher. Vivre sans fermer la journée, c'est comme laisser la porte ouverte en pleine tempête. Tout entre, rien n'est filtré, et le chaos s'installe en toi sans demander la permission. Le problème, c'est que la plupart des gens vont se coucher la tête pleine et l'âme chargée. Non pas parce que la journée a été particulièrement dure, mais parce qu'ils n'ont pas su s'arrêter pour clore ce qui restait en suspens. Et je ne parle pas seulement de tâches ou d'engagements, mais aussi d'émotions mal gérées, de mots non dits, de pensées qui tournent en rond dans la tête comme des mouches sans direction.
C'est ainsi que l'esprit devient un champ de mine qui explose juste au moment où il devrait se reposer. C'est ainsi que tu te réveilles épuisé, même si tu as dormi 8 heures, parce que ce n'était pas un vrai repos. C'était une bataille silencieuse contre ce que tu n'as pas voulu affronter. Le stoïcisme nous parle de l'examen de conscience comme une habitude essentielle. À la fin de la journée, les grands stoïciens faisaient une révision honnête de leurs actions, de leurs pensées, de leurs émotions. Non pas pour se juger durement, mais pour apprendre, pour s'améliorer, pour faire du jour suivant une version plus consciente du précédent. Parce que si tu ne révises pas ce que tu as fait, ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, tu finis par répéter des cycles sans t'en rendre compte. Et la répétition inconsciente est l'ennemi numéro 1 de la paix. Fermer la journée avec dignité signifie regarder en face ce qui s'est passé, sans fioriture ni excuse. Reconnaître où tu as échoué, ce que tu as bien fait, ce qui t'a fait plus mal que d'habitude, ce que tu as eu du mal à lâcher. Et cela signifie aussi te pardonner de ne pas avoir pu tout faire, parce que tu ne seras pas toujours à 100% et tu ne réagiras pas toujours comme tu le souhaiterais. Mais si tu ne fais pas cet acte de sincérité avec toi-même, si tu ne nettoies pas émotionnellement le terrain avant de dormir, tu accumules du poids jour après jour, jusqu'à ce que tu te brises. Beaucoup de gens pensent que ce qui est inachevé se résout avec le temps, mais ce n'est pas vrai. Le temps ne ferme rien si tu ne le décides pas. Ce qui est inachevé se traîne, se cache dans les coins de l'esprit, se transforme en anxiété, en insomnie, en irritation constante. C'est pourquoi la clôture de la journée n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu as besoin d'un point final, d'un rituel interne qui te permet de laisser la journée derrière toi, même si elle a été chaotique, même si tu n'as pas tout résolu, même s'il reste des choses en suspens. Tu n'as pas besoin d'une cérémonie complexe. Parfois, 5 minutes d'honnêteté brutale avant de fermer les yeux suffisent. Te demander ce que tu ressens, ce que tu évites, ce que tu as besoin de lâcher. L'écrire si nécessaire. Le respirer si tu ne peux pas le dire, mais ne jamais l'ignorer. Parce que tout ce que tu ignores reste avec toi, grandissant en silence, alimentant la tempête mentale que tu veux tant calmer. Et cette tempête ne se dissipe que lorsque tu décides d'arrêter de fuir ta vérité. Beaucoup dorment avec l'espoir que le sommeil efface ce qu'ils ne veulent pas penser. Mais le subconscient ne se repose pas. Tout ce que tu portes, tu le traites en rêve, en tension musculaire, dans cette fatigue inexplicable qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. C'est pourquoi le stoïcisme insiste tant sur la clôture de la journée. Parce que c'est là que se forge le caractère, où l'esprit est entraîné à agir mieux demain, où l'on cultive l'humilité de reconnaître qu'il reste encore du travail à faire, mais aussi la fierté de l'avoir tenté. Donner une fin digne à la journée est aussi une forme d'auto-soin. C'est une déclaration de respect de soi. Tu dis « Je m'importe assez pour ne pas porter ce fardeau au lit. Je me respecte assez pour affronter ce que je ressens et le laisser à sa place. » Parce que la paix intérieure ne se construit pas seulement avec des pensées positives ou de belles phrases. Elle se construit avec des habitudes courageuses. Et revoir ta journée, accepter ta vérité et lâcher ce que tu ne peux pas changer est l'une des plus courageuses. Tu ne pourras pas toujours résoudre tout avant de dormir, mais tu peux décider de ne pas le traîner émotionnellement. Tu peux dire « Cela me fait mal, mais je ne vais pas le porter au repos. Cela n'est pas fermé, mais aujourd'hui, cela ne dépend pas de moi. Cela m'inquiète, mais cela ne me définit pas. » Parce que ce type de phrases, dites avec intention, sont des outils de transformation. Ce sont des murs qui protègent ta paix du désordre émotionnel. Ce sont des actes de pouvoir silencieux qui te préparent à te réveiller plus fort. Ce soir, avant de fermer les yeux, ne t'endors pas comme si tu éteignais un écran. Ne te déconnecte pas avant de te regarder à l'intérieur. Ne termine pas la journée avec le sentiment que rien ne s'est passé, parce que chaque jour a des leçons cachées, seulement parfois tu ne les cherches pas. Respire. Fais une pause, ferme les cycles que tu peux, remercie ce que tu as appris, lâche ce que tu ne peux pas contrôler, pardonne ce que tu as porté de trop. Et quand tout cela est fait,
Dors comme quelqu'un qui sait qu'il a fait ce qu'il fallait, parce que le repos profond n'arrive pas quand le corps se rend, mais quand l'âme se sent en paix. Et cette paix se construit chaque nuit, avec de petites décisions, avec des rituels simples, avec une honnêteté brutale. C'est ainsi qu'on cultive un esprit fort. C'est ainsi qu'on vit avec plus de légèreté. C'est ainsi qu'on commence à transformer la vie, une nuit à la fois. 5. Regarde la douleur dans les yeux et demande-lui ce qu'elle est venue t'enseigner. Il y a des douleurs qui sont comme des invités gênants. Ils arrivent sans prévenir, s'installent au centre de ta poitrine et ne partent pas, peu importe combien tu essaies de les ignorer. Tu peux te distraire avec du travail, te remplir de bruit, t'accrocher à n'importe quoi qui te fasse éviter ce vide, mais ils sont là, attendant patiemment que tu manques d'énergie pour te distraire. Et quand tout s'éteint, quand tu ne peux plus t'échapper, ils reviennent avec plus de force. Le problème n'est pas que la douleur revienne. Le problème est que tu n'as jamais ouvert la porte pour lui faire face. Tu ne l'as jamais regardée dans les yeux. Tu as juste essayé de l'enterrer vivante, et ce qui est enterré sans être résolu ressuscite toujours plus fort. Le stoïcisme ne propose pas de fuir la souffrance, il propose de lui faire face avec la tête haute. Il ne la nie pas, ne l'adoucit pas, ne la peint pas de couleur pour la rendre plus supportable. Il l'observe, l'analyse et extrait d'elle ce qui peut servir à la croissance intérieure. Parce que si tu dois porter le poids de la douleur, autant qu'elle te renforce au moins, autant qu'elle ne soit pas vaine. Qu'elle laisse des cicatrices, oui, mais des cicatrices qui ont du sens. Nous souffrons tous. Il n'y a pas d'exception. La différence réside dans ce que tu fais de cette souffrance. Certains la transforment en ressentiment, en colère, en amertume. D'autres la transforment en apprentissage, en profondeur, en caractère. Mais cela ne se produit pas par magie. Cela se produit lorsque tu décides de ne pas fuir la douleur, mais de lui faire face. Lorsque, au lieu de te demander pourquoi cela t'est arrivé, tu te demandes ce que tu peux faire avec ce qui t'est arrivé. C'est une question qui change la donne, qui brise le cercle vicieux du victimisme et le transforme en un point de départ. Il y a des douleurs qui viennent pour te détruire, mais il y en a aussi qui viennent pour te réveiller. Douleur d'avoir perdu quelqu'un, de t'être déçu toi-même, d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Douleur d'être arrivé en retard à quelque chose d'important, de ne pas avoir parlé quand tu aurais dû, de t'être attardé là où tu n'étais plus valorisé. Et bien que rien de tout cela ne puisse être changé, tout peut être transformé si tu le confrontes avec la bonne mentalité. Si au lieu de le couvrir, tu le désarmes, si au lieu de le réprimer, tu l'écoutes. Parce que la douleur, lorsqu'elle est ignorée, pourrit. Mais lorsqu'elle est écoutée avec courage, elle se transforme en sagesse. Le stoïcisme ne romantise pas la souffrance, il la redirige. Il ne dit pas que tu dois chercher la douleur, mais que, une fois présente, tu peux la transformer en un outil. Tu peux l'utiliser pour regarder tes propres ombres, pour revoir où tu as placé tes attentes, ton identité, ta sécurité. Et cette révision fait mal. Il fait mal de réaliser que tu as donné trop de pouvoir à quelqu'un d'autre. Il fait mal d'accepter que c'est toi qui t'es trahi en restant là où tu n'aurais pas dû être. Mais c'est une douleur nécessaire, une douleur qui nettoie, qui purifie, qui détruit ce qui ne sert plus pour que quelque chose de nouveau puisse commencer à se construire. Regarder la douleur dans les yeux demande du courage, non pas parce que la douleur est invincible, mais parce que se connaître dans cet état est inconfortable. Voir qui tu es quand tout fait mal, quand il n'y a pas d'espoir, quand tu as du mal à te lever, c'est te voir sans fioriture, sans masque, c'est découvrir jusqu'où tu es capable de résister et aussi jusqu'où tu as besoin de te reconstruire. Parce que la douleur ne révèle pas seulement ta force, elle montre aussi tes fissures. Et ces fissures ne te rendent pas faible, elles te rendent humain. Elles te donnent l'opportunité de décider quel type de personne tu vas être à partir de ce que tu as vécu. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas avancer si tu n'acceptes pas où tu te tiens. Beaucoup préfèrent se montrer fort, faire semblant que tout va bien, se montrer invulnérable alors qu'à l'intérieur ils s'effondrent.
Mais ce n'est pas de la force, c'est la peur de tomber. Et la peur de tomber ne fait que te paralyser, te fait marcher avec rigidité, avec tension, avec méfiance. En revanche, lorsque tu acceptes ta douleur, lorsque tu t'assois avec elle sans avoir besoin de la résoudre immédiatement, quelque chose change. De l'espace se libère. L'âme s'oxygène. Une porte s'ouvre. Demander à la douleur ce qu'elle est venue t'enseigner, c'est ouvrir un canal de communication avec toi-même. C'est cesser de te voir comme une victime des circonstances et commencer à te voir comme l'auteur de ta transformation. Tu ne vas pas tout comprendre tout de suite. Parfois, les réponses tardent. Parfois, tout ce que tu peux faire, c'est tenir bon, résister, respirer. Mais même cela est une forme d'apprentissage. Parce que tu apprends à avoir confiance en toi, à être avec toi, à ne pas t'abandonner même si tout chancelle. Et quand tu fais cela encore et encore, tu développes une force qui ne vient pas du muscle, mais de l'âme. Une force qui ne dépend pas de si tout va bien, mais de savoir que même si tout va mal, tu vas continuer à avancer. Que même avec peur, tu continues à marcher. Que même avec des blessures, tu restes debout. Et cela, bien que cela ne se voit pas de l'extérieur, est le plus grand acte de pouvoir que tu peux faire. Ce soir, lorsque le silence te rattrapera, ne cherche pas à te distraire si la douleur frappe à la porte. Ne l'éteins pas avec du bruit, ni avec des écrans, ni avec des excuses. Assieds-toi avec elle, écoute-la, demande-lui ce qu'elle te montre, non pas pour souffrir davantage, mais pour comprendre davantage. Non pas pour rester dans le passé, mais pour le transformer. Parce que chaque fois que tu fuis la douleur, tu prolonges sa présence. Mais chaque fois que tu lui fais face avec honnêteté, tu commences à te libérer. Ta paix intérieure ne se construit pas avec l'absence de souffrance. Elle se construit lorsque tu décides de ce que tu fais avec elle, lorsque tu choisis de ne plus la porter comme une croix et que tu commences à l'utiliser comme une carte vers toi-même. Vers ta vérité, vers une version de toi plus forte, plus consciente, plus sereine. 6. Ne tais pas tes blessures, écoute-les sans peur. Un cœur blessé n'est pas comme un verre brisé, il est plutôt comme une cloche immergée. Il ne cesse de vibrer, son son simplement étouffé, piégé sous le poids de tout ce que tu n'oses ni dire ni ressentir. Tu peux prétendre qu'il ne sonne pas, tu peux sourire à l'extérieur et continuer ta vie comme si de rien n'était, mais au fond, cette cloche continue d'émettre un écho étouffé qui t'accompagne à chaque pas. Elle ne crie pas, elle n'exige pas, elle ne s'impose pas, mais elle ne se tait jamais complètement. Et si tu ne t'arrêtes pas pour l'écouter attentivement, tôt ou tard, son son étouffé se transformera en rugissement. Taire une blessure ne la guérit pas. Elle ne fait que l'enterrer. Et ce qui est enterré vivant, tôt ou tard, trouve le moyen de sortir. Parfois sous forme de maladie, parfois de colère, d'anxiété sans nom, de tristesse qui s'installe sans prévenir. C'est pourquoi le plus courageux que tu puisses faire n'est pas de prétendre que tu vas bien, mais de t'asseoir face à ce qui fait mal et de le laisser te parler. Écouter sans filtre, sans vouloir maquiller la douleur, sans essayer de justifier l'injustifiable, juste écouter. Le stoïcisme, mal compris, est souvent vu comme une froideur émotionnelle, comme si la philosophie stoïcienne te demandait d'ignorer tes émotions ou de prétendre qu'elles ne t'affectent pas. Mais c'est une caricature de la pensée réelle. Les stoïciens n'ont jamais nié la douleur, ils l'ont étudiée, ils l'ont observée comme un phénomène naturel. Ils lui ont enlevé le drame, mais pas l'importance. Ils ont compris que la douleur est un signal, une opportunité de connaissance, qu'il ne s'agit pas de l'éviter, mais de l'utiliser pour grandir. Écouter tes blessures ne signifie pas que tu deviennes leur esclave. Ce n'est pas un appel au victimisme ni à te complaire dans la peine. Au contraire, c'est une façon de prendre le contrôle. Parce que tu ne peux pas transformer ce que tu ne connais pas. Et si tout ce que tu fais avec ta douleur est de la pousser vers le fond chaque fois qu'elle essaie de se montrer, alors tu permets qu'elle devienne un ennemi silencieux. Un ennemi qui conditionne tes relations, tes décisions, ta vision du monde. Un ennemi qui t'empêche de faire confiance, d'avancer, de te connecter.
Beaucoup marchent dans la vie avec des blessures ouvertes qu'ils ont appris à dissimuler avec une force superficielle. Ils se montrent durs, sûrs, insensibles même. Mais cette dureté n'est pas de la force, c'est de la défense. C'est un bouclier construit avec le déni, l'orgueil, la peur, parce qu'accepter une blessure implique de se montrer vulnérable. Cela implique de regarder à l'intérieur sans filtre et de reconnaître qu'il y a des parties de toi qui saignent encore. Et cela dérange, parce que cela ne correspond pas à l'image que tu as tant travaillé à construire. Mais toute cette rigidité se brise quand la nuit tombe et qu'il n'y a plus personne pour regarder. Quand le monde se tait et que la blessure commence à parler plus fort. Et alors, tu ne peux plus l'ignorer. Parce qu'elle ne te laisse pas dormir, parce qu'elle pèse sur ton corps, parce qu'elle te tire vers des pensées sombres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la saturation. C'est l'âme qui demande de l'attention. Elle ne veut pas de compassion ni de pitié, elle veut être écoutée. Elle veut que pour une fois tu ne la taises pas, qu'elle te regarde sans hâte, qu'elle te reconnaisse. La guérison commence par un acte de présence, avec le courage de rester avec toi-même même quand ça fait mal, avec l'engagement de ne pas te trahir chaque fois que quelque chose te dérange émotionnellement. Parce que chaque fois que tu t'abandonnes au nom de la force, tu te fragmentes un peu plus. Et c'est ainsi que naissent les personnes qui ne ressentent rien, mais qui portent tout, qui ne pleurent pas, mais qui vivent vides, qui ne se brisent pas à l'extérieur, mais qui sont en miettes à l'intérieur. La voie stoïcienne ne cherche pas à réprimer ce que tu ressens, mais à le gérer. Que tu prennes la barre de tes émotions sans les nier. Que tu écoutes tes blessures sans les laisser diriger ta vie. Que tu sois si honnête avec toi-même que tu n'aies plus besoin de jouer devant personne. Et cela n'est possible que lorsque tu te permets de traverser ce qui fait mal sans l'embellir, sans le dramatiser, sans le cacher. Écouter tes blessures signifie aussi comprendre leur origine. Parfois, la douleur n'est pas due à ce qui s'est passé, mais à ce que cela signifiait pour toi, à ce qu'elle a déclenché en toi, à l'histoire que tu as construite autour de cela. Et si tu ne révises pas cette histoire, si tu ne remets pas en question cette narration, tu finis par nourrir une version de toi qui ne te représente pas. Tu te définis par ta douleur et tu deviens un personnage qui agit à partir de cette identité brisée. Mais si tu oses revoir, confronter, démanteler cette histoire, tu peux la réécrire, non pas comme un déni, mais comme une transformation. Peut-être que la blessure que tu portes n'était pas de ta faute, mais c'est à toi de la guérir. Personne ne viendra te donner la clôture que tu attends. Personne ne soutiendra ce que tu n'oses pas soutenir. Et ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce travail, tu ne peux le faire que toi-même. Seul toi sais ce que tu as besoin de te pardonner. Seul toi sais ce que tu as tué. Seul toi sais combien ça te fait vraiment mal. Alors, ne tais plus ce que tu portes en toi. Ne dissimule pas ton processus. Ne te force pas à sourire quand tu cries à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'exhiber ta douleur, mais tu as besoin de l'affronter avec dignité, t'asseoir en silence avec toi-même et écouter sans peur. Respirer profondément et dire « Oui, ça me fait mal, mais ça m'apprend aussi, ça me renforce aussi. Ça montre aussi qui je suis quand le monde s'effondre et que je dois me relever seul. » La véritable paix intérieure ne se construit pas à partir du déni. Elle se construit à partir de l'acceptation courageuse, à partir de l'engagement quotidien envers ta vérité. Et ta vérité, même avec des blessures, est précieuse. Tu n'as pas besoin de la cacher pour que les autres t'acceptent. Tu n'as pas besoin de la minimiser pour qu'elle ne dérange pas. Ton travail n'est pas de taire ce que tu ressens, c'est d'apprendre à le gérer avec sagesse, avec clarté, avec force. Ce soir, quand le silence se fera présent, ne fuis pas de toi. N'éteins pas la lumière à la hâte. Ne couvre pas ce que ton âme a besoin d'exprimer. Reste avec toi. Écoute, pleure si nécessaire. Écris ce qui brûle. Respire là où ça fait mal. Et quand tu le feras, tu ressentiras quelque chose de différent. Pas un soulagement immédiat, mais la vérité. Et tout commence à partir de cette vérité. Parce que quand tu arrêtes enfin de taire tes blessures, elles commencent à guérir. 7.
Change la narration interne avant qu'elle ne te détruise. Un esprit mal raconté est comme un miroir brisé qui te renvoie une image déformée chaque fois que tu te regardes. Tu t'habitues tellement à ce reflet fragmenté que tu finis par croire que c'est ta véritable forme. Et sans t'en rendre compte, tu commences à marcher dans la vie avec cette version brisée de toi-même comme guide. Tu ne fais plus confiance en ce que tu peux accomplir, tu doutes de ta valeur, tu répètes des phrases internes qui ne t'appartiennent même pas, mais qui sont restées gravées comme des tatouages invisibles dans la conscience. Je ne suis pas assez, j'échoue toujours. Tout ce qui est bon s'en va. Ainsi, une phrase mal soutenue devient un destin autoconstruit. Non pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as cru être. La narration interne est la racine de tes décisions, de tes émotions, de la façon dont tu affrontes le monde. Peu importe combien tu es fort à l'extérieur, si à l'intérieur tu te répètes des mensonges tous les jours. Peu importe combien de livres tu lis, si à la fin de la journée, la voix la plus forte dans ta tête est celle qui te sabote, te minimise ou te punit. Cette voix, si tu ne la contrôles pas, te consume. Non pas avec des cris, mais avec des répétitions subtiles qui s'insinuent dans tout ce que tu fais. Et si tu ne changes pas cette narration, tu te prépares à vivre une vie que tu n'as pas choisie, mais que tu accepteras comme si elle était inévitable. Le stoïcisme ne parle pas de la narration comme le ferait un psychologue moderne, mais quand Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons, il disait exactement cela. Ton monde n'est pas défini par ce qui se passe, mais par le récit que tu construis sur ce qui se passe. Et ce récit peut être ton encre ou ton élan, ta prison ou ta libération, ton excuse ou ton moteur. Changer la narration interne ne signifie pas inventer des histoires positives ni répéter des affirmations vides. C'est affronter ce que tu penses avec la même dureté que tu affrontes ce qui te fait mal. C'est identifier chaque phrase qui te limite et te demander d'où elle vient. Est-elle la tienne? L'as-tu apprise à la maison? Te l'a-t-on répété tant de fois que tu crois maintenant qu'elle est vraie? Parce que si tu ne révises pas tes pensées, tu vivras selon le scénario de quelqu'un d'autre. Et aucun scénario étranger ne va honorer complètement ta vérité. Une personne stoïque ne se trompe pas. Elle ne se dit pas « tout va bien » quand ce n'est pas le cas. Mais elle ne se permet pas non plus de tomber dans un discours interne qui la sabote. Elle se dit la vérité. Elle se reconnaît dans sa totalité. Et à partir de là, elle construit. Parce que la narration n'est pas seulement ce que tu te dis, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois définit comment tu te comportes, comment tu réagis, comment tu affrontes chaque jour. Si tu crois que tu ne peux pas, tu agiras comme si tu ne pouvais pas. Si tu crois que tu es indigne, tu accepteras des miettes. Si tu crois que tu es brisé, tu laisseras les autres décider de ta valeur. Et le pire de tout, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte de cette narration. Elle est si automatique, si intégrée, qu'elle fonctionne en arrière-plan. Mais la façon dont tu te parles se reflète dans la façon dont tu parles aux autres, dans la façon dont tu te relates, dans la façon dont tu affrontes les défis. C'est pourquoi changer cette voix n'est pas un luxe émotionnel, c'est une urgence. Parce que si tu ne le fais pas, tu finiras par vivre une version éteinte de toi, sans même la remettre en question. Beaucoup se disent des choses qu'ils ne diraient jamais à quelqu'un qu'ils aiment. Ils s'insultent, se jugent, se punissent sans pitié, et ils le justifient comme une forme d'exigence. C'est ainsi que je me pousse. C'est ainsi que je reste concentré. Mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils appellent discipline est souvent de l'auto-agression, que ce qu'ils croient être de la motivation est en réalité un écho de rejet interne. Et ce type de poussée ne construit pas, il ne fait que s'user. Il n'inspire pas, il ne fait que presser, et ce qui est fait sous une pression constante, tôt ou tard, se brise. Changer ta narration ne signifie pas te mentir, cela signifie réécrire avec conscience. Cela signifie te dire des choses qui te renforcent, pas qui te coulent, qui te réveillent, pas qui te paralysent, qui te connectent à ton potentiel, pas à ta peur.
Tu ne vas pas tout réaliser du jour au lendemain, mais tu peux commencer par observer, par écouter ce que tu te dis en silence, par identifier quelle est cette phrase que tu répètes le plus quand tout devient difficile. Et quand tu la trouves, affronte-la. Réponds-lui avec une vérité plus grande. Remplace-la par quelque chose qui te sert vraiment. C'est la clé, que cela te serve. Parce que tes pensées n'ont pas besoin de sonner joliment, elles doivent être utiles. Elles doivent t'aider à avancer, pas à reculer. Elles doivent te pousser à agir, pas à te cacher. Et si elles ne font pas cela, peu importe combien de fois tu les as répétées, elles doivent partir. Parce que ton esprit est ton temple. Et ce que tu répètes à l'intérieur de ce temple devient loi. Ce soir, quand tout se calmera et que tu seras seul avec toi-même, écoute. Prête attention à la voix qui t'accompagne en silence. Te parle-t-elle avec respect ou avec jugement? Te pousse-t-elle à grandir ou te plonge-t-elle dans le même vieux schéma? Et si tu découvres que tu ne te parles pas comme quelqu'un qui s'aime, ne t'effraie pas. Mais ne laisse pas non plus cela passer. Parce que ce moment peut être le début de ta libération. L'instant précis où tu arrêtes de répéter des histoires brisées et commences à écrire une version plus forte, plus consciente, plus à toi. Tu n'as pas besoin que le monde change pour te sentir mieux. Tu as besoin de changer la façon dont tu te parles pendant que le monde reste le même. Tu as besoin de changer le scénario de l'intérieur. Tu as besoin d'être celui qui écrit, pas seulement celui qui agit. Parce que si tu ne choisis pas ta narration, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et vivre selon des mots que tu n'as pas choisis est la façon la plus lente et la plus douloureuse de t'éteindre. 8. Fais de ton esprit une forteresse entraînée, pas un champ de ruines. Un esprit négligé ressemble à une ville abandonnée. Les idées se promènent sans but, les pensées se répètent comme des échos de bâtiments vides et la peur devient le maître de chaque rue. Dans cet endroit, ce qui entre reste sans filtre. Chaque critique devient un mur tombé, chaque échec une fenêtre cassée, chaque insécurité une mauvaise herbe qui pousse sans contrôle. Peu importe combien de fois tu veux avancer, si ton esprit est en ruine, chaque pas devient un obstacle. Tu ne peux pas construire quelque chose de fort sur un terrain que tu n'as pas nettoyé, que tu n'as pas protégé et que tu n'as pas su prendre soin. L'esprit ne se renforce pas seul, il ne se range pas par accident, il ne devient pas clair par magie. Comme n'importe quel muscle, il a besoin de discipline, de direction, d'entraînement constant. Et si tu ne le lui donnes pas, quelqu'un d'autre le fera. L'environnement, les traumatismes, les voix étrangères, les peurs héritées, tout cela commencera à le modeler à ta place. Et alors tu te réveilleras un jour te sentant faible, confus, vaincu, sans comprendre pourquoi. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as permis à ton esprit de devenir un terrain vulnérable. Le stoïcisme soutient que tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes, comment tu y fais face et comment tu agis de l'intérieur. C'est ta vraie liberté, l'esprit, pas tes conditions, pas tes ressources, pas ton passé, juste ton esprit. Si tu le transformes en un champ entraîné, alors rien d'extérieur ne pourra te gouverner. Mais si tu le laisses à l'abandon, n'importe quoi l'envahit. La critique de quelqu'un, le regard d'un autre, le rejet, la peur, ce que diront les autres. Tout cela s'infiltre lorsque les portes sont ouvertes et qu'il n'y a pas de sentinelle éveillée. Renforcer l'esprit ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie savoir filtrer. Cela signifie avoir la capacité de dire « ceci me sert, ceci ne me sert pas, ceci me construit, ceci me détruit ». Cela signifie mettre des limites mentales avant les limites physiques. Parce que beaucoup prennent soin de ce qu'ils mangent, mais pas de ce qu'ils pensent. Ils surveillent leur corps, mais pas leur dialogue interne. Ils protègent leur image, mais se négligent à l'intérieur. Et ensuite, ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent brisés, vides, paralysés. C'est simple. Leur esprit est sans défense, et tout entre sans contrôle. Un esprit fort ne naît pas en ignorant ce qui fait mal, mais en sachant comment le traiter. Ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui tombe et sait comment se relever. Ce n'est pas celui qui a tout résolu, mais celui qui, même dans le chaos, conserve le focus.
L'esprit entraîné n'a pas besoin que tout aille bien à l'extérieur pour se sentir bien à l'intérieur. Il apprend à créer une tranquillité intérieure même lorsque le monde brûle. Il apprend à rester ferme même lorsque les émotions frappent fort. Et cela ne s'apprend pas en lisant, cela s'apprend en affrontant. Cela s'apprend dans la pratique quotidienne, lorsque tu décides de ne pas réagir comme d'habitude, lorsque tu choisis une réponse plus élevée même si cela te coûte, lorsque tu mets en pause l'impulsion pour agir avec un but. Beaucoup veulent des résultats sans entraînement, la paix sans introspection, la clarté sans faire face à ce qu'ils pensent. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. L'entraînement mental fait mal, parce que tu dois voir ce que tu ne veux pas voir, reconnaître des schémas qui te sabotent, admettre que souvent c'était toi qui ouvrais la porte au chaos. Et cela demande de l'humilité, cela demande de la volonté, cela demande de la discipline émotionnelle. Mais c'est aussi la porte à une vie réelle, libre, forte, parce qu'une fois que tu maîtrises ton esprit, tout le reste commence à s'aligner. Ce qui te brisait avant ne te traîne plus. Tu ne réagis plus à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui d'un esprit qui sait en qui il veut se transformer, qui se connaît, qui ne se ment pas, qui ne s'autodétruit pas avec des pensées recyclées de douleur et de victimisation, qui ne s'abandonne pas lorsque les choses se compliquent. Cet esprit est une forteresse, non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il a des fondations, il a une structure, il a une direction. Et cela ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais cela commence par une décision. La décision de ne pas laisser ton esprit être une terre de personnes, de ne pas permettre à n'importe quelle pensée de s'installer, de ne pas nourrir des voix internes qui ne construisent rien, de remettre en question chaque idée qui se répète sans sens, de nettoyer le terrain avant de vouloir semer quelque chose de nouveau. Parce que si tu continues à essayer de construire la paix sur des pensées autodestructrices, tout ce que tu obtiendras sera de la frustration. Tout ce qui grandira sera la confusion. Et ce n'est pas parce que tu n'essaies pas, mais parce que tu travailles sur un lieu que tu n'as pas préparé. Ce soir, lorsque ton esprit commencera à courir, ne le laisse pas seul. Accompagne-le, dirige, entraîne. Il ne s'agit pas de le faire taire, il s'agit de le guider. De lui dire ou oui ou non, de lui rappeler que tu commandes, que tu choisis ce qui reste et ce qui part, que tu décides quelles pensées vont construire la version de toi que tu veux voir dans le monde. Parce que cette version ne se crée pas avec une motivation d'un jour, elle se crée avec une pratique constante, avec un travail interne, avec un entraînement quotidien. Ne te contente pas d'un esprit chaotique, ne normalise pas de vivre avec des pensées qui te blessent. N'accepte pas comme naturel la confusion permanente, la négativité automatique, l'autocritique sans frein. Tu peux la transformer. Tu peux faire de ton esprit un endroit où tu veux revenir, pas d'où tu as besoin de t'échapper. Tu peux en faire ton allié le plus puissant, mais cela commence par arrêter de le traiter comme s'il n'importait pas. Fais de ton esprit une forteresse entraînée, pas un champ de ruines. Parce que le monde ne va pas cesser de te mettre à l'épreuve. Mais si tu es fort à l'intérieur, peu importe ce qui vient, tu seras prêt. Et non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause de ce que tu as choisi de construire à l'intérieur. 9. Construis en toi un endroit où tu peux toujours revenir. Certaines personnes vivent comme si elles étaient des nomades émotionnels, marchant à travers des déserts étrangers à la recherche d'un refuge en tout sauf en elles-mêmes. Elles se donnent aux autres dans l'espoir d'être comprises, s'adaptent à des environnements qui ne leur offrent pas la paix, s'efforcent de s'intégrer là où elles n'appartiennent clairement pas. Elles le font parce qu'elles n'ont jamais appris à s'habiter. Parce que personne ne leur a appris qu'un foyer peut aussi exister en soi. Un espace propre, inébranlable, silencieux, mais puissant. Cet endroit où tu peux revenir quand tout s'effondre à l'extérieur. Ce refuge qui ne dépend pas de l'acceptation des autres, de la reconnaissance externe, ni des circonstances favorables. Construire cet endroit n'est pas une question de chance ou de talent, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas dépendre toute ta vie de quelqu'un pour te soutenir émotionnellement, du monde pour te prendre dans ses bras chaque fois que tu tombes.
d'un élément externe pour te rendre la tranquillité. Parce qu'il viendra un moment où il n'y aura personne, où tout sera silencieux, où tu n'auras que toi. Et si tu ne sais pas être avec toi, si tu ne sais pas revenir à toi, tu te sentiras perdu même entouré de gens. Tu auras tout, et pourtant, tu manqueras de paix. Le stoïcisme insiste sur l'autosuffisance émotionnelle, non pas comme un acte d'isolement, mais comme une base solide pour vivre avec dignité. Quand tu as un refuge intérieur, le rejet ne te détruit pas, la critique ne te met pas à genoux, la solitude ne te coule pas. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu as un endroit où aller pendant la tempête. Tu as un centre qui ne dépend de personne. Un endroit où tu t'écoutes, où tu te comprends, où tu n'as pas besoin de t'expliquer ni de demander la permission de ressentir. Cet endroit se construit avec honnêteté, pas avec des affirmations vides, pas avec de belles phrases, pas avec des images idéalisées de ce que tu devrais être. Il se construit en te reconnaissant complètement, avec tes ombres, tes contradictions, tes parties brisées. Parce qu'un véritable foyer ne se construit pas en niant ce qui fait mal, mais en l'acceptant. Ce n'est pas une bulle de perfection, c'est un espace réel où tu peux t'asseoir et respirer sans jugement. Et comme toute maison, elle a aussi besoin de soins. Il ne suffit pas de la construire une fois, tu dois la garder propre des pensées étrangères qui t'intoxiquent, des idées qui ne t'appartiennent pas, des attentes que tu n'as jamais choisies. Tu dois la protéger des mots qui te blessent et des histoires que tu répètes simplement parce que tu les as entendues trop de fois. Tu dois être conscient de qui tu laisses entrer dans ton esprit et quel type d'énergie tu permets d'habiter tes émotions. Beaucoup cherchent la stabilité dans des endroits instables. Ils s'attachent à des relations vides, à des succès éphémères, à des validations passagères. Et quand tout cela s'effondre, comme tout ce qui est externe finit par s'effondrer, ils s'effondrent avec. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que leur structure émotionnelle était soutenue par des piliers étrangers. C'est pourquoi le stoïcien entraîne son esprit comme s'il s'agissait d'un temple. Parce qu'il sait que, même si le monde s'effondre, son refuge intérieur doit rester solide. C'est le seul endroit qu'il peut contrôler. C'est le seul endroit où il peut trouver une direction. Construire cet espace implique de cesser de reporter ton bien-être en espérant que quelque chose ou quelqu'un te l'accorde. Cela signifie assumer la responsabilité de ton calme, de ta dignité, de ta stabilité. Cela signifie arrêter de courir vers les bras erronés chaque fois que quelque chose fait mal et apprendre à te donner ce que tu attends tant des autres. Non pas pour devenir froid, mais pour devenir complet. Non pas pour te fermer au monde, mais pour ne pas dépendre de lui, pour respirer en paix. Ton refuge intérieur est aussi l'endroit où tu peux te redessiner, où tu peux repenser ton chemin, où tu peux guérir sans que personne ne te regarde, sans que personne ne t'applaudisse, sans avoir à prouver quoi que ce soit. C'est l'endroit où tu peux pleurer avec dignité, où tu peux te parler avec compassion et aussi avec fermeté, où tu peux te rappeler qui tu es quand le bruit de la vie te fait oublier. Et bien sûr, construire cet endroit prend du temps. Cela demande de l'effort. Cela nécessite des décisions conscientes chaque jour. Parce que cela implique de faire face à ce que tu évites, de cesser de blâmer les autres pour ce que tu ne sais pas résoudre, de rompre avec les habitudes de dépendance émotionnelle et d'apprendre à être en silence sans te sentir vide. Cela nécessite d'être prêt à arrêter de mendier la présence et à commencer à te cultiver comme une priorité. Mais le résultat vaut chaque seconde. Parce qu'une fois que tu as cet endroit, personne ne peut te l'enlever. Ni une trahison, ni un abandon, ni un échec. Tu peux traverser des moments sombres et continuer à avoir de la lumière à l'intérieur. Tu peux vivre des pertes sans te perdre. Tu peux être déçu du monde sans être déçu de toi. Parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu es capable de revenir à toi. Et ça, c'est la liberté. C'est le vrai pouvoir. C'est la force stoïcienne. Ce soir, demande-toi avec honnêteté, as-tu un endroit en toi où tu peux revenir sans peur? Un espace où tu n'as pas besoin de masque, de validation, de bruit?
Un lieu émotionnel où tu peux rester en silence et te sentir en sécurité? Si la réponse est non, alors commence aujourd'hui. Commence par reconnaître que tu mérites de t'habiter, que tu n'es pas fait pour vivre déconnecté de toi, que tu peux construire, dès maintenant, une relation plus solide avec toi. Pas parfaite, pas idéalisée, mais vraie. Ne te contente pas de parcourir la vie à la recherche d'un refuge dans chaque regard, chaque succès, chaque moment étranger. Tu n'es pas un invité de passage dans ta propre existence. Tu es le propriétaire de ton histoire, l'architecte de ta force, le gardien de ta paix. Et ton esprit, ton âme, ton intérieur méritent d'être ta maison. Une vraie maison, avec des racines profondes, des murs solides, des fenêtres qui te laissent voir la vérité sans peur. Une maison qui ne s'effondre pas à chaque tempête, une maison qui, quoi qu'il arrive, t'accueille toujours. 10. Exprime ton esprit sur le papier. Ne dors pas avec une âme lourde. Un esprit saturé ressemble à une pièce fermée avec la fumée de 1000 pensées non ventilées. Au début, tu ne le remarques pas. Un peu de brouillard mental ne semble pas dangereux. Tu continues, forçant la journée comme si tout était sous contrôle. Mais quand la nuit tombe et que les distractions s'éteignent, cette fumée s'épaissit. Elle te brûle les yeux, te serre la poitrine, te rend difficile à respirer. Et là, tu comprends que ce n'était pas juste une mauvaise journée, c'était de l'accumulation, d'émotions non exprimées, de décisions reportées, de vérités tues. Tout cela vit en toi, attendant un espace pour sortir. Mais toi, par habitude ou par fierté, tu décides de tout garder. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas dormir en paix. Le stoïcisme enseigne que ce qui n'est pas ordonné devient chaos, que l'esprit a besoin de clarté et la clarté n'apparaît que lorsque l'interne s'exprime à l'extérieur. Tu ne peux pas trouver la paix si tu continues à remuer les mêmes pensées encore et encore sans leur donner forme. L'esprit n'est pas conçu pour être une prison. Il est fait pour analyser, décider et lâcher prise, mais beaucoup l'utilisent comme un dépôt, comme si le simple fait de penser à quelque chose était suffisant pour le résoudre, et ce n'est pas le cas. Penser sans lâcher prise, c'est comme remuer le feu sans l'éteindre. Il brûle plus, il consume plus. Tôt ou tard, il brûle ce que tu n'as pas protégé. Écrire n'est pas une tâche scolaire. Ce n'est pas une activité romantique réservée aux artistes. C'est un besoin émotionnel, un outil pratique, un acte d'honnêteté envers toi-même. C'est l'endroit où la pensée devient visible, où ce qui semble géant dans ton esprit est réduit à sa taille réelle dans une phrase, où ce qui te poursuit en silence s'arrête devant toi pour que tu le regardes sans peur. Le papier ne juge pas, il n'interrompt pas, il ne contredit pas. Il écoute tout ce que tu ne te permets pas de dire à voix haute. Beaucoup traversent la vie avec un esprit au bord de l'effondrement, portant ce qu'ils n'ont pas dit, répétant ce qu'ils ne comprennent pas, ruminant ce qu'ils ne peuvent pas lâcher. Et ils ne le lâchent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont personne à qui parler. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour commencer. Tout ce dont tu as besoin est d'arrêter d'être indifférent à toi-même. Prends un stylo, sors une feuille et commence, sans structure, sans objectif, sans jugement. Commence simplement, parce que parfois, tout ce dont tu as besoin pour calmer la tempête est de la laisser sortir. L'acte d'écrire, d'un point de vue stoïcien, est aussi un acte de responsabilité. Il ne s'agit pas de se défouler pour se défouler. Il s'agit de te connaître, d'enregistrer des modèles, d'observer comment tu réagis, ce qui t'affecte, ce que tu évites. Écrire ce que tu penses est le moyen le plus rapide de savoir si ton esprit joue contre toi. Parce que quand tu lis tes propres mots, tu cesses d'être pris au piège en eux. Tu deviens témoin. Tu gagnes en perspective. Et avec la perspective vient le pouvoir de décision. Un esprit écrit est un esprit traité, un esprit drainé, un esprit plus libre. Parce que tu ne portes pas l'énergie de ce qui n'a pas été dit. Tu ne ruminas pas la même conversation encore et encore. Tu ne fais pas semblant que ce qui pèse clairement ne te fait pas mal. Tu le regardes. Et quand tu regardes quelque chose en face, il n'a plus le même pouvoir sur toi. Il ne te contrôle plus.
parce que tu l'observes avec conscience. Tu n'as pas besoin d'écrire comme un écrivain. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle écriture. Tu n'as pas besoin que ce que tu dis ait un sens pour quelqu'un d'autre. C'est ton espace, ton refuge, ton miroir. C'est l'endroit où tu peux parler sans craindre d'être mal interprété, où tu peux dire ce que tu n'oses pas avouer, où tu peux reconnaître ce que tu ne savais pas que tu pensais. Parce qu'en écrivant, tu découvres quelle partie de toi est blessée, quelle partie de toi est fatiguée, quelle partie a besoin d'être entendue. Beaucoup se couchent tard, avec une âme épuisée, pleine de pensées emmêlées qu'ils n'osent pas affronter. Et ils ne se reposent pas. Ils éteignent juste leur corps. Mais à l'intérieur, ils restent debout. À l'intérieur, l'esprit continue de tourner. Et le lendemain, ils se réveillent avec plus de poids que la veille. Ce cycle ne se brise que si tu fais de la place. Et le papier est cet espace. C'est ton outil de drainage émotionnel. C'est ta façon de te dire la vérité sans attendre l'approbation. Quand tu écris ce que tu ressens, tu commences à remarquer ce qui passait inaperçu auparavant. Peut-être découvres-tu que tu es plus en colère que tu ne l'admettais, ou que tu es triste à cause de quelque chose que tu as minimisé, ou que tu perds de l'énergie dans quelque chose que tu aurais dû lâcher depuis longtemps. Tout cela apparaît quand tu deviens réel avec toi-même. Et tu ne peux être réel que si tu es prêt à regarder ce que tu portes en toi. Tu n'as pas besoin d'écrire 1 heure par jour. Parfois, 5 minutes avant de dormir suffisent pour décompresser l'âme, pour terminer la journée avec clarté, pour vider l'esprit de ce qui est inutile, pour lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, pour te préparer à vraiment te reposer, non pas à partir de l'évasion, mais à partir de l'ordre interne. Parce que quand tu écris, tu filtres, et ce qui est filtré est purifié. Ce soir, au lieu de te coucher avec la tête pleine et la poitrine serrée, prends une feuille. Écris sans trop penser. Écris ce que tu ressens, ce que tu ne comprends pas, ce que tu crains. Écris ce que tu n'oses pas dire, ce qui te fait mal, ce que tu ne sais pas comment lâcher. Et quand tu auras fini, respire. Ferme le cahier. Tu n'as pas besoin de trouver des réponses. Tu avais juste besoin de lâcher le poids. Fais-le pour